Bonjour à toutes et à tous. Dans cette présente intervention, je vais parler de deux notions que j'ai jugées importantes, surtout quand on parle dans l'opération enseignement-apprentissage. Ces deux notions sont les suivantes. La première, c'est la didactique. La deuxième, c'est la motivation. Je vais tout de suite commencer par la première notion pour gagner le temps. Et la première notion, comme vous le savez tous ensemble, c'est la didactique. Je vais d'abord parler de l'étymologie de ce concept. Il est bien clair que le mot didactique relève de la culture hellénique, c'est-à-dire c'est un mot dérivé de la langue grecque, qui signifie tout simplement didaskaen et qui veut dire littéralement en français enseigner. Le terme de la didactique désigne de façon générale ce qui vise à enseigner, ce qui est propre à instruire. Comme nom, il a d'abord désigné le genre rhétorique destiné à instruire, destiné à former, destiné à cultiver. Je vous donne un exemple. Un professeur au sein de sa classe, lorsqu'il fait la pratique de la classe, recourt à la didactique justement pour transmettre avec une très bonne méthode, avec une méthode efficace, les connaissances, le savoir. Et pour quelle raison elle transmet le savoir, les connaissances à l'apprenant? Justement, comme je viens de le dire, pour instruire l'apprenant, pour cultiver et pour, si vous voulez, former les apprenants en général. Ensuite, il a désigné, si vous voulez, l'ensemble des théories d'enseignement et d'apprentissage. En sciences de l'éducation, on parle de la didactique des disciplines justement pour faire référence, pour faire allusion à des discours sur des corps de pratique et un travail de réflexion sur l'ensemble des disciplines scolaires eu égard les langues vivantes, y compris les langues vivantes. Pourtant, c'est-à-dire toutefois, la didactique des langues se caractérise, c'est-à-dire elle se distingue des didactiques des autres disciplines par deux traits principaux, deux traits fondamentaux. Le premier trait, c'est que la didactique des langues n'a pas de discipline objet, c'est-à-dire que son objet n'est pas l'appropriation par l'apprenant de savoir construit, de savoir forgé, de savoir fourni par des disciplines comme la linguistique ou bien les études littéraires. Le deuxième trait, comme vous le savez tous ensemble, c'est que le mode d'appropriation d'une langue est double. J'explique. C'est-à-dire l'enseignement-apprentissage des langues sont en concurrence avec un mode d'appropriation naturel. Et il s'agit de l'acquisition, ce qui n'est le cas d'aucune autre discipline. Dans une première approche, on peut dire que la didactique est issue de la pédagogie qui en est la plus ancienne et la plus courante dénomination. Mais, comme vous le savez tous ensemble, ce terme qui concerne à l'origine l'enseignement aux enfants
est apparu à beaucoup comme une sorte de philosophie de l'éducation ou comme une psychologie appliquée et au pire comme un art d'enseigner mais sans véritable ambition scientifique. Aujourd'hui encore, l'accord est loin d'être fait entre les chercheurs sur l'appartenance épistémologique de la didactique des langues et par conséquent de celle de la didactique du français langue étrangère et seconde. J'ai jugé intéressant, adéquat de poser quelques questions pour guider les personnes qui sont à notre écoute. La première, c'est cette notion. Fait-elle partie des sciences de l'éducation ou des sciences du langage? Et dans ce dernier cas, peut-elle être autre chose qu'une linguistique appliquée? Peut-elle enfin être une discipline autonome au sein des sciences humaines, soutenue par tout un courant de pensée? L'appartenance de la didactique des langues aux sciences de l'éducation est renforcée, c'est-à-dire est confortée et soutenue par l'important héritage qu'il a recueilli de la tradition de la philosophie de l'éducation occidentale. Dans une autre voie d'approche, dans une autre vision, ou bien dans une autre optique de vision, en d'autres termes, pour faciliter les choses, les universités anglo-saxonnes et d'Amérique du Nord placent le plus souvent dans les facultés de l'éducation les études générales sur l'enseignement et sur l'apprentissage des langues. Ces études sont généralement connues sous l'appellation, sous le nom d'études sur le curriculum. En France, au niveau secondaire et maintenant primaire, l'enseignement des langues est fortement imprégné, marqué, influencé des sciences de l'éducation, notamment par le biais des UFM. Mais l'enseignement du français comme langue étrangère et seconde s'est développé de manière plus autonome parce qu'il a été, jusqu'à une date récente, très peu pris en compte à ces niveaux. Dans une autre voie d'approche, l'enseignement du français comme langue étrangère a aussi connu des progrès et des développements originaux par rapport aux autres didactiques du fait de la spécificité des publics d'apprenants visés et de la relative marginalité des institutions au sein desquelles elle s'est développée pendant la plus longue partie de son encore courte histoire. Allant toujours dans le même ordre d'idées, les publics visés ont été en effet surtout des publics non scolaires ou bien des publics scolaires, mais situés dans d'autres institutions éducatives que l'éducation nationale française. En ce sens, cette caractéristique lui a permis d'opérer plus librement que les didactiques travaillant sur des disciplines correspondant à des programmes et des examens officiels. La didactique du FLE, comme vous le savez tous ensemble, a été longtemps très marquée, très imprégnée par les sciences du langage. En effet, pendant une bonne partie du XXe siècle, la linguistique a su produire,
si vous voulez, des modèles si élaborés, si structurés, si fignolés que beaucoup de chercheurs dans le domaine de l'enseignement des langues ont pu penser que l'objet linguistique est en commun. L'application de ces modèles à l'enseignement pouvait fournir une réponse à la fois efficace et scientifiquement garantie. C'est cette époque qu'on a appelée celle de la linguistique appliquée. En France, le déclin, du moins de cette expression, correspond à la baisse de l'influence de la linguistique en sciences humaines en général. Pour beaucoup de chercheurs, comme Daben, Roulet et Porcher par exemple, c'est l'établissement de concepts, et l'acclimatation raisonnée de concepts issus de disciplines de référence qui peuvent seuls la légitimer. Dès 1977 approximativement, Robert Gallisson proposa de remplacer la linguistique appliquée par la didactique des langues étrangères. Mais il fallut encore bien des années pour rompre définitivement, pour que la linguistique ou bien pour que la didactique rompe définitivement de la didactique des langues, dont elle ne peut être conçue comme une des applications, sinon des sciences du langage avec lesquelles elle garde des liens privilégiés. Voilà, pour ne pas perdre le temps, tout ce que je peux dire brièvement de la didactique, surtout quand on parle de l'enseignement-apprentissage, du français bien évidemment. Maintenant, je vais parler de la deuxième notion. Il s'agit de la motivation. Pour parler de la motivation, je vais fonder mon intervention sur la citation d'un philosophe du XVIIIe siècle, un philosophe des Lumières. Il s'agit tout simplement de Jean-Jacques Rousseau. Ce philosophe a dit dans son livre Les Mille, je cite la citation de Jean-Jacques Rousseau, « Donnez à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne. » Je répète, « Donnez à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne. » Je répète une dernière fois, la troisième fois. « Donnez à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne. » Voilà la fin de la citation. C'est une belle citation, c'est une citation magnifique pour moi, et j'espère que pour vous aussi. C'est ce sens de créer, d'inventer et d'éveiller des réactions susceptibles de favoriser l'apprentissage que recouvre aujourd'hui, que revêt actuellement le verbe motiver. Pourtant, si les enseignants, si les professeurs, si les acteurs pédagogiques ne pensent plus que la matière à enseigner est en elle-même motivante, ils restent persuadés que les moyens captivants, entre parenthèses, l'humour, le charme, l'accroche, ainsi de suite, restent insuffisants pour disposer favorablement quelqu'un à l'égard d'une tâche à accomplir. À ce stade, la motivation ne peut se résoudre en termes de recettes propres à motiver. Partant de toutes ces considérations, les pédagogues du courant rogérien, c'est-à-dire les partisans de la pensée de Carl Roger, estiment que la motivation réside dans les besoins intrinsèques de l'individu, dans le besoin de s'épanouir. L'enseignant
Le professeur, l'acteur pédagogique, se doit certes d'encourager ou de diriger les besoins innés ou acquis propres à chaque enfant ou adulte, d'en faire naître de nouveaux, mais surtout d'amener l'apprenant, d'amener l'élève à découvrir, à révéler ses propres motivations. En ce sens, motiver sera faire croître l'intérêt pour tout projet à valeur affective qui maintient la motivation initiale, amplifiée, en faisant prendre conscience à l'apprenant, je répète, en faisant prendre conscience à l'apprenant de son potentiel intellectuel et de ses goûts. Finalement, la vraie motivation réside dans la manière de faire renaître chez l'apprenant le goût de réussir, le goût de travailler, une bonne manière d'aimer les études, d'aimer l'école en général. C'est ce que Jean-Pierre Cuc, le didacticien français, appelle faire renaître chez l'apprenant l'irrésistible envie d'apprendre. J'espère que ce que j'ai abordé, enfin, aura votre approbation. Merci beaucoup pour votre attention.